expression, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Sahamouloutkoum, Koulamtoum après, Inch'Allah. Merci d'être avec nous. Merci en tout cas de célébrer cette belle fête qui est célébrée dans le monde entier par tous les musulmans, donc qui sont toujours prêts à célébrer cette fête donc de partage et surtout de tolérance, bien sûr selon la dictée du prophète alayhi salatu wassalam. Alors nous aurons le plaisir d'en parler avec nos invités et surtout évoquer bien entendu des louanges à Dieu. Nous aurons le plaisir de recevoir un traiteur, une dame qui viendra nous parler donc de tout ce qu'elle a préparé et ce que recèle chez nous la fête traditionnelle d'El Mawlid de Nabawi Sharif. Nous aurons également à cet effet aussi un reportage qui a été réalisé par Maya Mrani qui va nous remettre aussi dans l'ambiance et les traditions bien sûr de cette belle soirée, cette journée aussi de la naissance du prophète. Et bien entendu avec Nassima Chaben, notre artiste, elle viendra aussi nous chanter de beaux textes, bien sûr, toujours des louanges ou Madih Dini, qu'on aura plaisir aussi à recevoir. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas reçu. On aura aussi un programme qui cadre toujours avec la journée du jeudi. Nassiba Djaïdir, dans sa rubrique Mosaïque, aujourd'hui, elle recevra une galeriste, Souad Tiyar, qui viendra nous parler d'une belle exposition qui se déroule, bien sûr, à la galerie Haïda. On verra donc cette belle exposition, elle nous en parlera en détail. Et puis, Djaoudet Gessouma reviendra sur aussi deux grands noms de la littérature algérienne, Mustafa Kateb et Kateb Yassine. Ils ont été donc enterrés le même jour, décédés aussi le même jour, c'était un 28 octobre. Nous reviendrons bien sûr sur leur parcours et surtout sur ces textes inédits et surtout leurs textes qui sont restés aussi des textes très importants pour la littérature algérienne. Et bien entendu aussi une nouvelle recrue dans notre émission Bonjour d'Algérie. Il s'agit donc de Sami Alloun, il viendra nous présenter la rubrique high-tech. Aujourd'hui, il parlera des startups. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment comme chaque matin avec nous, avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. On commence tout de suite avec la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Alors Emel est prête à tout manger. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Pas tout, mais... c'est ce qu'elle m'a dit. Bonjour Emel. Bonjour Emel. Surtout ce plat avec, avec tout ce qui est traditionnel. Tout à l'heure avec la dame, on saura un petit peu plus. On en saura un petit peu plus sur ces traditions, les bienfaits bien entendu, de toutes ces pâtes, ces sucreries, etc. C'est vrai que le jour de Mouloud, c'est un petit peu riche aussi. Riche et sucré aussi. Riche et sucré. Alors, va-t-il faire beau aujourd'hui? Ah oui, oui, oui. Il n'y a rien qu'à voir la carte en face. Elle est bien dégagée. Elle est bien Il y a du dégagée. soleil partout. Allez, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bonne fête à tous surtout. Eh bien pour aujourd'hui, excepté quelques brumes en ce début de matinée sur les régions de l'Est, puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée sur les régions de l'Ouest, le centre, également l'Est du pays. La moitié sud, excepté quelques voiles sur le quart du sud-ouest, plus exactement Tindouf et Béchar. Ailleurs, le ciel sera bel et bien présent avec de fréquents seulement de sable sur Tindouf, le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont accuser une hausse sensible par rapport à hier. Météo Algérie a prévu 29 degrés le maximum du côté de Relizane, 26 Temsam, 27 degrés à Oran, 25 degrés à Alger, 23 à Tizi Ouzou et Annaba, 22 Constantine, un minimum de 19 degrés du côté de Batna, 21 Al-Bayr d'Edjelfa, au sud 25 Biskra à Gardaya, 26 à Béchar, 29 Tamanrasset et Janet, 32 degrés à Tindouf, Insalah et Dizi, et enfin le maximum toujours à Bodj Bedi Mourtar et Ngzem avec 36 degrés. La mer pour aujourd'hui, eh bien, elle va être calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest et centre du secteur nord-est et 10 à 20 km/h sur les côtes est. Et bien sûr, en termes suite avec l'éphéméride, pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h54 et pour plus d'informations, vous pouvez suivre le site de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel grâce à Mel Aribi. Et puis on lui dit merci beaucoup. C'est moi. On vous retrouve à midi et 19h. Midi 19h, Et puis on vous dit bon week-end. Hein. Merci Emel. C'est déjà vendredi demain. Hein. Ça y est, fin ça de passe semaine. très vite. Hein. Ça passe très vite. Très, très Saha vite. Mouloud, comme encore une fois, Inch'Allah, Amel, Inch'Allah. à vous et tout l'ensemble de votre Merci, Amel. famille. Bien Vous sûr, également. à tous ceux qui nous regardent le matin, qui vont nous suivre jusqu'à 10h du matin pour avoir cette température et cette ambiance dans notre matinale. Oui. Voilà, on parlera de tout ça tout à l'heure. Allez, on va vous laisser repartir avec une très belle chanson, un très beau texte en tout cas, un beau duo. Donc c'est Mohamed Taraq et Mohamed Youssef, un très beau duo et bien sûr des textes toujours pour le prophète alayhi salat wa salam. Alors pour nous parler donc de cette fête et de tradition, nous avons le plaisir de recevoir une dame qui s'est pliée en quatre pour nous préparer tout cela et qui, elle, le fait avec beaucoup de plaisir. Ça fait donc depuis 2013 qu'elle travaille tout ce qui est traditionnel, l'aimé, bien de chez nous, algérien. Alors Madame Rofia Bouhara, bonjour. Bonjour madame, Bienvenue parmi nous. merci, c'est Alors. un plaisir de me recevoir. C'est le mec Saha Mouloud. كل عام وانتم بخير. Je dis à tout le peuple algérien صحة مولودكم كل عام وانتم بخير et à toute ma famille et tous mes proches. Oui. Et c'est un plaisir d'être avec vous ici au plateau. C'est gentil. Alors que finalement, vous n'étiez pas destiné à faire donc des plats, vous les faisiez chez vous. Vous aviez un métier et tout d'un coup, vous avez tout mis de côté Oui. et vous vous êtes consacré à votre passion. J'étais dans le secteur bâtiment et j'ai quitté en 2013. Et puis j'ai décidé de faire quelque chose que j'aime, que j'ai toujours aimé, que j'ai appris de ma mère, Allah yarhamha. Alors j'ai commencé à faire ça chez moi, petit à petit. Je commençais à avoir des commandes. J'ai vu que les gens aiment ça. Et il y avait un engouement toujours Oui. autour de la tradition, de s'aimer. Il y a des curiosités aujourd'hui. Tout le monde veut goûter un petit peu à toutes les spécialités donc des régions algériennes. Vous savez, la région algérienne, elle est vaste et elle est variée. Ce qui est bien ici en Algérie, c'est que chaque fois que vous partez dans une région, vous apprenez. Et ça m'intéressait beaucoup et j'aimais beaucoup. Moi, je suis de Constantine. J'aime bien les plats constantinois et j'ai trouvé que les Algérois et les Oranais et d'autres régions aimaient bien ça. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas leur faire découvrir? On est du même pays, on est du même patelin, alors pourquoi ne pas se partager l'art? Et l'art culinaire tana, il est vraiment vaste. Oui, tout à fait. Ce que je trouve pas bien, c'est que quand vous partez en Tunisie ou au Maroc, ils font la publicité de leur art culinaire. Ils se donnent la peine de faire cette publicité, tandis que chez nous, non. Chez nous, c'est devenu un peu plus répandu. Hein. Mais vous ne trouvez pas les gens vers la cuisine, vers les traditions. C'est un peu plus. Avant, c'était un petit peu restreint. C'était dans les familles. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus sorti. Oui, ça a évolué. Oui, ça a évolué. Et il y a des gens qui aiment bien savoir, comprendre comment c'est fait, comment c'est fabriqué, avec quoi on peut le faire. Vous trouvez toujours le traditionnel et il y a les gens qui sont en train de le moderniser. D'accord? C'est ce qu'on est en train de faire. Je m'attache toujours à la tradition. La base est liée toujours. Je ne lâche pas la base. Mais j'essaye de moderniser dans la manière de présenter, dans la manière de, je sais pas, dans le goût, mais la base, l'épice et la base du plat, elle est toujours la même. Exact. Alors c'est vrai que c'est très important de rester dans les traditions et de pouvoir transmettre ça à d'autres générations qui arrivent pour garder cette authenticité, garder aussi les bienfaits que nous ont offerts nos parents, nos grands-parents, etc. Chaque plat, chaque mets a sa propre peut-être destinée, on va dire, surtout, c'est très important pour la santé aussi. Oui, c'est très important. Vous avez, je sais pas, il y a des gens qui sont un petit peu malades, qui ont des problèmes de côlon, qui ont des problèmes de diabète. On a un petit peu des plats, on leur propose des plats à éviter, à ne pas toucher, parce que vous savez, les pâtes elles sont un petit peu difficiles à digérer, mais vous avez des pâtes qui sont très très bonnes pour le côlon et très très bonnes pour la digestion. Comme on peut voir, vous avez عندنا حنا on peut appeler ça, oui, هذا c'est le mziyet حنايا عندنا. C'est ce qu'on appelle le mziyet. C'est du couscous à base de blé qu'on fait fermenter pendant 2 mois. نسميوه حنا المتمور. Très bien. Et c'est après qu'il dégage l'odeur qu'on
quand on peut commencer à le servir. On le fait avec de la viande, du poulet, des légumes. Oui. وعندنا aussi C'est très bon, hein, ça doit être très bon. C'est fermenté Oui. et c'est عندنا préparé, donc toujours dans la tradition. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps faire les choses. Oui. Il ne faut pas être pressé. Oui. C'est ça la Vous avez cuisine aussi- du terroir et c'est Oui. ça la cuisine donc, des traditions. C'est le but. Vous avez aussi un plat qu'on appelle chez nous le gritlia, qui nous a été transmis. Ehna, les Constantinois, vous savez qu'on avait les juifs chez nous. C'est un plat qui nous a été transmis par les juifs et qu'on a toujours gardé en sauce blanche. C'est un plat qu'on mange en particulier في العراس. En quatrième plat, c'est pour digérer, pour attaquer après les sucreries. Waouh. C'est Et donc, ça. quel est son bienfait? C'est la justement digestion. D'accord. C'est la digestion parce que في العراس حنا on fait 3 plats. On fait l'entrée shorba, comme vous appelez ici shorba. حنا نقولوا جاري فريك. Oui. ومن بعد نديروا لو بلا افيك لا فياند تختوخه ومن بعد نديروا الحلو شبح السفره ولا نديروا مشلوش ولا نديروا طبيخ ولا ça dépend d'accord de la tradition Oui. كل واحد و ce qu'il a comme budget. Bien sûr. D'accord. Et c'est important parce que quand c'est des traditions, plus vous montrez des plats, plus chaque plat a sa spécificité et chaque plat, quand est-ce qu'il est présenté. Oui. Là, encore une fois, c'est aussi montrer cette diversité, surtout nos fêtes religieuses qui Oui. sont donc des fêtes aussi Oui. célébrées dans le monde entier et chacun sa façon donc de la célébrer. Par exemple, le mouloud pour vous, ça serait comment? C'est des souvenirs d'enfance, c'est beaucoup de souvenirs d'enfance? C'est beaucoup de souvenirs d'enfance et c'est beaucoup plus ce qu'on me racontait ma mère Rabbi yarhamha et ma grand-mère. Avant, c'était ma mère, elle nous disait que كانوا يتلاقاو في وسط الدار les femmes mariées préparées كيما هكا préparées ويديسيديو بتختوخه ولا إذا حنا نقولوا لها هذه تريدة شوات. Oui. D'accord. On va la montrer. وهذه- Alors celle-ci. Voilà, ça c'est تريدة Alors, شوات. allez, نوريكم هيا. Allez, voilà. Je vous montre tout ça. Ça, c'est, vous m'avez dit? حنا نقولوا لها تريدة تاع الشوات D'accord. وهذه نقولوا لها تريدة تاع الموس تاع Alors. الكسكاس. Ça, c'est fait avec beaucoup de patience. C'est des heures et des heures donc, de travail, c'est ça, hein? Oui, C'est fait à la main. c'est fait à la main, vous coupez, après vous laissez sécher, c'est comme ça que c'est fait. Même ça, c'est fait à la main, ça نقولوا تختخوها بالطفر. علاه نقولوا تختخ الطفر؟ on l'a donné aux jeunes filles D'accord. pour commencer à apprendre À couper. ou à couper. Des petits morceaux, tout petits Oui, morceaux. avant c'était ça, ce On va qu'on la donnait montrer aux aussi. oui, c'était ça qu'on donnait aux jeunes filles pour la préparation. Ça, ils préparaient le plat la matinée, كيما البارح la journée, يتلموا في وسط الدار, on préparait ça, العشاء. Les jeunes filles préparaient les sucreries. Les sucreries, c'est tout ce qui est معسل حنا عندنا. D'accord. C'est zlabia, c'est Pour le المقركشات. mouloud. Oui, مولود. Bien sûr. Et la traditionnelle tamina. Oui, عندنا الطمينة البيضاء Oui. تاع السميد بيضاء وعندنا الطمينة تاع الغرس Oui. وعندنا نديرو المقركشات ولا نديرو زلابيه ولا نديرو مقرود المقله تو سكي معسل. Oui. Et, Voilà, on voit les fameux macros. Oui. Et le soir, c'est chacune elle se échanger les plats اللي دارت كل وحده واش دارت. كاين اللي دير تختوخه كاين اللي دير تريده باه يذوقوا داكور. Oui. اي والعشيه نباتوا سهرانين يديروا المدائح الدينيه ناكلوا الاخر نحنيو الولاد الصغار Oui. نشعلوا الشمع كيما نقولوا حنايا نستناو ونصليو نذكروا ربي. هذا هو المولود عندنا. سي ce qui s'est passé hier chez moi. Voilà. C'est Après, toujours dans la transmission, oui. les valeurs aussi de notre religion, l'islam, la tolérance, le partage et Oui. surtout beaucoup de louanges à Dieu et aux prophètes. Alors on est en train de voir aussi la fameuse tomena que vous avez préparée, c'est ça? Oui. Sous une autre forme cette fois-ci, vous présentez ça très bien. Sous forme de petites coupelles. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut garder la tradition, mais il faut savoir moderniser d'une autre manière. Très bien. Alors, vous nous avez montré comment on fêtait le Mouloud du côté de l'Est. Oui. On va aller, bien sûr, cette fois-ci du côté donc, de Koléa, retrouver Maya Abrani à travers aussi une belle qa'da avec des traditions et des femmes qui sont jalouses et surtout gardiennes de nos traditions et des valeurs, bien sûr, de notre religion, l'islam. Pour commémorer le Mawlid al-Nabawi Sharif, chacune des régions d'Algérie a ses propres traditions et rituels. مقرنا كيفاش نوجدوها؟ عندنا سمولات الرقيقه كاع ونديروا لها شويه فرينه. هذا ما كان ما نديروا لها لا ملح لا حتى حاجه غير السموليته شويه فرينه مع الماء. هذه مقرنا حنا قليعيين في لا ريجيون تاعنا حنا قليعيين نديروها
ساكري في العيد الصغير. فطورنا تاع قليعين في عيد الصغير، ما نقدروش نديرو فطور واحد اخر. العاصميين يسموها مقارون بن الترك. بليديين يقولوا لها مقارون لعمه. الشراشليه والتلمسانيين يعيطوا لها مقيرنه. في المديه في القليعه وفي مليانه نعيطوا لها المقارنه نورمال. Les familles se réunissent autour d'une table garnie de différents plats, comme le veut la tradition. Madame Ziyar va nous raconter comment se passe le Mawlid Nabawi Sharif à Koléa, puisque nous sommes à Koléa, et dans toute la région, en fait, Blida et les environs. Et puis, Madame Ziyar n'est plus à présenter. Elle est la présidente de l'association Tarna, qui est une association spécialisée dans les traditions, les rituels, le patrimoine immatériel, bien sûr. Eh bien, Maya, vous savez que vous êtes tout le temps la bienvenue et que Canal Algérie aussi est tout le temps bienvenue chez moi. Marhaba wa sahla. Mouloudkoum wa awasharkoum b'ssaha wal hana. Bonne fête à tout le monde, à tous les Algériens, à tous les musulmans, bien sûr. Eh bien, notre rituel est comme de coutume. Les plats, les gâteaux, le henné pour les enfants, le manara qui est vraiment tout le temps présente. Et le manara ta'na, elle est un peu spéciale. Parce que presque toutes les manaras se ressemblent. Celle de Cherchel et celle de Miliana. Il y en a même en Arabie Saoudite. Ils font le manara. C'est comme un mausolée et tout ça. Par contre, la nôtre, elle est plus gaie parce que les enfants peuvent s'amuser avec et tout ça. Donc, on l'a remplie de bougies, comme vous voyez, et on l'a remplie de nouellettes ou plein de belles choses. On mettait même des petites bourses de bonbons pour les enfants. Et la soirée, bon, nous avons aussi de bons plats. Nous avons le ftaïr, qu'on appelle trid. Donc, dans notre région, le plat du Mawlid, c'est trid. وعلاش انا مدايرين هذا الاحتفال؟ على مولد النبوي الشريف محتفلين على زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه صلوا على ابن آمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه سيد النبي يشفع فينا زغرتوا لي عليه يا سيدي رسول الله صلى الله عليه محمد وصلوا يا لموا عليه وصلوا يا. Puis vient le rituel du henné, accompagné de Médaïh Diniya et de Youyou. ويربح من صلى عليه ولي الذكرى اللهم صلي وسلم 100,000 ساعة 100,000 ساعة وحبيبي. Les cérémonies de nos fêtes religieuses certifient notre attachement à nos valeurs spirituelles et le souci de préserver notre identité. وحنينا في تبسيل بالنار وحنينا في تبسيل بالنار تربطها البنية بجاه النبي المختار. Voilà, merci à toutes ces dames de s'être prêtées aussi à nos caméras et bien sûr nous avoir fait vivre ce moment de tradition, encore une fois pour perpétrer donc ce savoir-faire aussi bien de chez nous avec bien entendu les enfants qui étaient tout autour. Vous nous parliez de l'Hanna il y a un moment, oui. C'est aussi une tradition de cette journée. Oui, c'est important, c'est très important chez nous. J'ai fait à mes enfants, on fait aux petits. Et on essaie un petit peu d'allumer des bougies
كيما قلت لك Rester dans la sobriété, oui. c'est ça, c'est pas... C'est les traditions, on essaie de les inculquer à nos enfants et de leur faire comprendre pourquoi on fait ça et pourquoi on fait ça, et c'est quelque chose de sacré. C'est la naissance du prophète. C'est la naissance du prophète. Il faut bien sûr marquer cette journée, marquer aussi cette soirée, et surtout dans le respect et la tradition, bien entendu. Alors, tout ça va être donc transmis à vos enfants, puisque déjà votre petite fille, elle est là, elle essaye de vous aider. Oui, elle essaye de m'aider, elle m'encourage. J'essaie de lui apprendre certaines choses un petit peu faciles, parce qu'elle est un petit peu jeune, elle a 11 ans. J'essaie de lui inculquer un petit peu quelque chose pour qu'elle... Tamina, par exemple. Tamina, par exemple, c'est elle qui a préparé hier le miel et le beurre. Je lui ai dit, tu mélanges, tu fais comme ça, tu mets cette mesure, et voilà comment il faut faire. Elle essaye d'apprendre, mais vous savez, la génération Tador, ils vous écoutent, mais ils en font à leur tête. Exactement. Moi, en tout cas, c'est la première chose que j'ai appris à faire. C'était tellement bon, j'aimais tellement manger cette maïna que j'ai appris à la faire très jeune. Vous avez aussi parlé donc de cette transmission. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de concours qui valorisent ces plats traditionnels et ces mets traditionnels algériens. Oui, je trouve que ça évolue un petit peu. Je trouve que ça change un petit peu d'avant. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut transmettre dans les règles de l'art. Il y a des gens qui vous transmettent des recettes, qui essayent de rajouter, mais ils rajoutent des choses qui vous faussent la route. Vous voyez, c'est pas vraiment la tradition. Par exemple, vous savez que on peut dire que c'est un plat sacré à Constantine. Qu'on le fait avec de la viande de mouton et qu'on le fait avec du poulet. Vous avez ici, ce que j'ai trouvé ici à Alger, c'est qu'il y a des gens qui aiment découvrir le plat, qui aiment le connaître parce qu'il est un petit peu connu. Il y a des gens qui voyagent à Constantine, ils disent c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ils veulent le refaire, mais ils le refont à leur façon. Mais quand ils vont le refaire, c'est Internet un petit peu, elle fausse les routes. Par exemple des boulettes de viande hachée, les œufs, ça c'est un petit peu ça touche et ça. Vous essayez d'orienter, vous essayez de donner des conseils, mais il n'y a pas tout le monde qui accepte ça. Voilà, il faut rester dans les traditions, toujours important de pouvoir transmettre la bonne recette. Oui, pour la bonne recette, la tradition. La faire voyager. La tradition reste toujours la même. Sauf que vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez moderniser la mise en place, la manière de le servir, la manière de le... Je sais pas, vous pouvez l'accompagner, mais la base, elle reste toujours la même. Voilà. Parce que c'est la plus importante, c'est la plus bonne. C'est vrai. C'est le travail de nos ancêtres. Alors à chacun, bien sûr, ses goûts, à chacun aussi sa façon de préparer, sa façon aussi donc de transmettre aux générations. Chaque région a sa propre cuisine. Alors ça a été, par exemple, Alger, ça a été soit le rechta, soit le couscous, soit bien sûr tirtoucha pour certains. Et donc à l'est, vous avez préparé Là, on fait tridat ashouat. C'est ça le plat al-mouloud. On le fait avec de la viande d'agneau et on le fait avec du poulet en sauce rouge, d'accord. Et on fait avec djaribiat, une soupe blanche, d'accord. Et on fait une salade plus du piment en friture. C'est ça le repas du soir. Voilà. Mais vous pouvez trouver le même plat dans différentes régions qui est fait de différentes manières. C'est ce qui est bien. Oui. Vous partez à Beskra, ils font la tridat ashouat. Vous la mangez différemment. À Tebessa, à Annaba, à Skikda, vous la mangez d'une manière différente. À Alger, ils la font d'une manière différente. Voilà. À Alger, ici, ce que j'ai remarqué, ils adorent l'oud qarfa. Ils font l'oud qarfa dans leur sauce. Nous, c'est pas le cas. Parce que ça noircit pas la sauce aussi. Oui, nous, c'est pas le cas. Nous, la sauce blanche ou rouge, on rajoute pas l'oud qarfa. Mais moi, quand je suis venue ici à Alger, que j'ai vu qu'ils font l'oud qarfa, c'est vrai que j'ai pas... C'est important, ça rajoute aussi. Mais quand j'ai rajouté, j'ai aimé. Dans certains plats, j'ai aimé. Oui, c'est important. C'est très important. Voilà, ce sont des tours de main que vous enseignez aujourd'hui, puisque vous, peut-être, vous avez envie de transmettre ces traditions et surtout ces mets. J'ai envie de transmettre et j'ai envie de laisser quelque chose. Et je considère que la cuisine, c'est un art culinaire important. Bien sûr. Et qu'il faut que ça reste. Il ne faut pas que ça disparaisse. Ça fait partie de notre patrimoine immatériel. C'est notre carte d'identité. Oui. En même temps.
c'est nos parents, c'est nos arrière-grands-parents, c'est nos traditions. Et on ne peut pas évoluer sans garder les traditions et sans les prendre avec soi. Exactement. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas aller loin. Tout à fait. On peut Eh pas ben, aller très loin. bien. On est arrivé à la fin. En tout cas, on vous remercie pour cette Merci belle à vous. présentation. On vous dit Saha Mouloudek. Peut-être que vous avez des vœux. J'ai un remerciement à faire à vous pour m'avoir invité. Merci. Et je tiens à dire bonjour à mon mari et le remercier pour son soutien. Son soutien, et il me supporte vraiment. Et je dis un coucou à mes enfants qui me regardent maintenant. Je leur dis Saha Mouloudkoum. Et un très grand bonjour à mon père et à mes sœurs, Kul Aam wa hum bkhair, sans oublier ma belle famille aussi. Voilà. Kul Aam wa hum bkhair, et à tous les Algériens, Saha Mouloudkoum wa Kul Aam wa antum bkhair. Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Merci Je à vous. rappelle que Roufia, vous êtes traiteur, Roufia Bouhara, vous êtes donc traiteur et vous êtes venu nous présenter surtout la tradition, la table culinaire algérienne. Merci à vous. Très bientôt. Merci, à très bientôt, Inch'Allah. Voilà. On continue notre programme. Je vous invite à suivre un reportage signé Sabrina Khlifi. Elle avait réalisé plusieurs reportages sur les mosquées d'Alger, les mosquées algériennes en général. Donc, une belle mosquée à vous faire découvrir, celle de la mosquée de l'Émir Abdelkader à Constantine. On se retrouve juste après. La mosquée Émir Abdelkader est l'un des monuments emblématiques de la ville de Constantine, située au nord-est de l'Algérie, et sans doute l'un des monuments les plus importants construits par l'Algérie indépendante. C'est en 1968 que l'idée de construire une mosquée à Constantine prit naissance. À l'origine, il ne s'agissait que d'une simple mosquée avec cette condition que les promoteurs désiraient un lieu de prière pouvant contenir 10 000 fidèles. Le chantier gagna cependant progressivement en ambition sous l'impulsion du gouvernement du président Houari Boumediene pour devenir non seulement l'une des plus grandes mosquées du pays, mais également la première université islamique moderne algérienne. L'ensemble a été inauguré en 1994. Le site choisi, Bellevue Ouest, s'étale sur une surface de 14 400 m², dont 8 000 m² seront consacrés aux 2 salles de prière et à l'esplanade. Les 2 salles pouvant accueillir jusqu'à 12 000 fidèles. Une coupole de 64 m², un patio central, 2 minarets de 107 mètres de haut chacun, et un mihrab de la salle de prière des femmes. Le plan de la mosquée a été confié à l'architecte arabe Moustapha Moussa qui a déjà réalisé le Palais des Nations à Alger. Quant à l'Université des sciences islamiques, elle est implantée au cœur de la mosquée et devait donc obéir à un site architectural, minutieux
en parfaite harmonie avec l'ensemble de la structure. Le site s'étend sur une surface de 9000 m². L'université dispose de plusieurs structures pédagogiques importantes. 6 salles de cours d'une capacité de 30 places, 12 salles de cours d'une capacité de 50 places, 3 amphithéâtres de 700 places et un auditorium de 650 places. Elle dispose de 2 facultés, fondement de la religion, de la charia et de la civilisation islamique, et la faculté des lettres et des sciences humaines. L'université Émir Abdelkader est la première du genre dans le pays conçue en même temps que la mosquée. Ce bel ensemble architectural est aujourd'hui l'un des monuments les plus importants et le plus visité de la ville. Voilà, en tout cas, un beau reportage que nous a préparé Sabrina Khlifi. Et bien, on accueille comme il se doit Djawdet Gessouma. On a le plaisir de le recevoir assez souvent ces jours-ci. Bonjour Djawdet. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. La littérature foisonne, on peut dire. Oui, hein, ça foisonne, donc on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. Et c'est avec plaisir. Voilà, ça nous permet aussi de connaître un peu plus notre littérature algérienne, connaître aussi ces hommes qui ont fait que la littérature algérienne est rayonnée ici en Algérie et même dans le monde. Hein. Dans le monde, oui. La célébration du Mouloud, Saha Mouloudek. Saha Mouloudek, Saha Mouloud à tous nos téléspectateurs, Ouais. nos amis qui nous suivent. Ouais, Et avec même tous ceux ces qui ne nous nez. suivent pas d'ailleurs. Difficile de se concentrer dans cette assemblée de beaux décors de beaux culinaires. décors et ils ne sont pas juste culinaires puisqu'on a ils sont pas juste odeur. On a aussi l'odeur et puis la dame qui est passée, j'étais avec elle au salon pour attendre l'émission, elle est très affable et tout. Ah et oui, donc, tout à fait. Voilà. Alors, il y a ça va plein de peut-être- madeleines, ça- entre guillemets, de ouais. Proust ici. Tout à fait, de Proust, oui. Ça va peut-être vous donner un jour l'idée d'écrire sur l'art culinaire algérien. Pourquoi pas? Oui, Un oui, jour. ça fait partie de mes, entre guillemets, de mes prérogatives. Quand je fais des livres, j'avais déjà réalisé le Kabylie, j'avais réalisé Constantine. Et vous évoquez suis les en plats. passe, je cherche un financier justement pour éditer le chinois avec Rabia Anjar, Inch'Allah, si Ah tout oui. va bien. C'est très Elle est difficile de faire. extraordinaire, hein. Voilà, on Donc, va Rabia parler Anjar qui éventuellement, parle, si donc, tout va bien, des recettes des plantes du et chinois bien sûr, qui sont des- très très particulières. Voilà. Et Et les aussi- traditions, bien sûr, del Maolid. voilà, les vous aussi, ça traditions. vous rappelle des petits souvenirs Oui, bien d'enfance, sûr, bien la sûr. célébration? Mint al-Ghars, les Azrir, toutes ces petites mokrout, tamr et tout, toutes ces choses-là. En général, il y a de la semoule. Je pense que le fel, entre guillemets, c'est justement cette notion. On met beaucoup de semoule. C'est ou ça. tout. La semoule, c'est le blé. Donc, c'est très, très symbolique. Ça a une portée Voilà, et on très vous a mis grande. de la henna tout petit? Non, Évidemment. oui, ça m'arrivait, mais après, Vous aimiez? Parce qu'en général, certains n'aiment pas, hein, Au les début, mais enfants. après 7-8 ans, j'ai commencé à me rebeller. donc, Voilà, alors aujourd'hui, on ne va pas parler bien sûr de tradition avec vous, on va parler aussi de la disparition de deux grands hommes donc de la littérature, du théâtre algérien, Kateb Yassine et son cousin, Mustafa Kateb. Son Allah cousin yarhamha. Mustafa Kateb, mais dans une attitude un peu qui sort de l'ordinaire. On est le 29, octobre, donc on va se téléporter au 28. au 31 octobre 1989. D'accord. Donc, il y a un texte d'un ami qui s'appelle Hassan Zerouki, qui était journaliste avec nous, un journaliste très connu, qui avait écrit un article et où il cite le livre de Ben Ammar Medine, Les jumeaux de Nejma, paru aux éditions Publicite en 1998. Donc ce livre a une scène d'ouverture. Je dis une scène d'ouverture, parce que normalement dans un livre on dit c'est un incipit. Un incipit, c'est cette partie, ce moment magique où on rentre dans le livre. Voilà. Donc dans le cinéma, ce moment magique où on rentre dans le film, c'est
la scène d'ouverture en général, Ouais. parce que c'est là où on va essayer d'accrocher Le film, par exemple, l'histoire ou le scénario. téléspectateur. Voilà. Et donc, Ben Ammar Medine écrit ça. C'est un ami de Kateb Yassine, un ami d'Issia Kham, un ami aussi de Khda, qui va beaucoup écrire sur Kateb Yassine et tout, et sur cette relation tumultueuse avec Issia Kham. Sauf que dans les jumeaux de Nejma, il va mettre une scène quasiment théâtrale, quasiment cinématographique, qui est vraiment dans la tragédie grecque. Ce qui est extraordinaire chez beaucoup d'écrivains et d'écrivaines, d'auteurs algériens, c'est qu'on est vraiment dans la tragédie grecque la plus pure. D'accord. C'est la réalité. Ouais. Ce n'est Et pas... pourtant, ils ont toujours été dans surtout Kateb Yassine, sur le théâtre populaire. Oui, ça c'est justement par la suite. l'ancrage dans la réalité est formidable. Kateb Yassine dit je voulais écrire au-delà du chalumeau que j'ai dans les mains. Il a été ouvrier. Ah oui. Et il a beaucoup donc travaillé. Voilà. Et oui, il a été en Allemagne, ensuite en France, ensuite il s'est dirigé en Allemagne, en Italie, ensuite il est rentré. C'est un grand voyageur. Voilà. Il est rentré en Algérie en 62 et donc il a vécu quasiment toute sa vie en Algérie, sauf une petite étape où il est allé à Grenoble. Et donc on a des rapports tumultueux, comme je disais, avec Issia Kham, mais aussi très puissant avec son cousin. Deux personnalités fortes. Il faut voir Mustapha Kateb dans La Nuit à peur du soleil. Et c'est un personnage méphistophélique. Dans ce film légendaire. D'une grandeur terrible. On dirait que c'est Yvan le Terrible. Ce n'est pas juste un comédien algérien. C'est de la très une belle grandeur, on une va très dire, belle fresque. Belle gueule et surtout et aussi une présence. personnalité, aussi une présence et une personnalité très forte. Tous deux aiment le théâtre par-dessus tout. Ils sont dans le théâtre d'ailleurs. Kateb Yassine écrira aussi. Et donc dans son livre Les jumeaux de Nejma paru aux éditions Publi Sud, Ben Ammar Medine, ami et compagnon de Kateb Yassine, décrit cette scène qui se passait exactement le mardi 31 octobre 1989 dans le hangar de fret de l'aéroport de Marseille. 2 cercueils sont déposés sur des tréteaux, celui de Kateb Yassine, mort à Grenoble le 28 octobre, et celui de Mustapha Kateb, le dramaturge, son cousin, mort le 29 octobre à Marseille. L'un est mort à Grenoble, l'autre à Marseille, un jour près. Incroyable. Et donc, une femme mystérieuse vient dans le hangar où ils étaient entreposés en attendant d'être transférés en Algérie, rapatriés. Une femme, le visage dissimulé par des lunettes noires, avec des gants, s'approche des 2 catafalques. Elle lit les plaques d'identité, s'arrête devant la bière où repose Mustapha. Elle baise le coin du cercueil, du bout de ses doigts gantés. Elle touche, mouvement ralenti, en effleurement, le cercueil où repose Yassine. Un geste très affectueux, très tendre. La cousine de Bonne, transfigurée jusqu'au vertige. En 1000 Nejma, après 1000 séparations, écrit Ben Ammar Medine. Cette dame s'appelle Zulekha. Et pas Nejma. Pas Nejma, évidemment. Elle s'appelle Zulekha, qui est cette mystérieuse femme. Cette mystérieuse femme est la sœur de Mustapha Kateb. Elle a vécu une relation tumultueuse, passionnelle, mais pourtant ô combien platonique avec Kateb Yassine. Et c'est cette fameuse Nejma mystérieuse qu'on s'est tous posé la question. Et cette dame a redisparu après dans le temps. Pourquoi? Et donc cette relation a été très forte, très dialectique avec son cousin. Justement parce que Zulekha à l'époque était aussi amoureuse de Kateb Yassine et vice-versa. C'était une relation échangée, mais cette dame était mariée. Et donc ça a toujours été un amour interdit.
platonique, bien sûr, dans le respect de la tradition. Exactement. Il n'y a pas de preuve qu'il y a eu de relations entre eux qui dépassaient le platonique. Voilà. Et justement, cette tout ça a créé particulière. cette dualité entre deux personnages qui étaient flamboyants, deux géants de la littérature et du théâtre algérien. Et cette histoire est un peu décrite dans son livre Les Jumeaux de Nedjma, alors que ce livre était plutôt consacré aux relations justement tumultueuses avec Islam, qui étaient orageux, tonitruants et tout ça. Exactement. Et donc c'est un livre vraiment... Oui, leur état d'âme, finalement. Est un personnage qu'on connaît bien, mais il nous a fait beaucoup de conférences, il nous a énormément parlé de Khta, de Youssef Sebti d'ailleurs, de tout. Ben Ammar Madiane a un sens de la narration qui est formidable, c'est un critique d'art, un immense critique d'art, et aussi un grand écrivain. Et c'est un personnage qui a le partage vraiment très facile et la transmission. Donc vraiment, je conseille à nos amis lecteurs ce livre, cet ouvrage. Cet ouvrage qui est paru aussi en Algérie, je crois qu'il a été édité aussi dans une édition algérienne. Et qui rappelle des moments inédits aussi de leur parcours, de leur vie. Mais à dimension vraiment humaine. Même quand il vous parle de ses œuvres, il vous en parle d'une manière très sobre, très simple, Moi, je l'avais interviewé pour Khda, pour mon film Khda, le cygne et l'olivier. Et il parlait de Khda dans des mots simples. Voilà, cet homme qui utilise ses mains, qui est manuel. Et je pense que justement la grandeur de ces personnages vient justement de ce substrat populaire qui est d'une simplicité quasiment fulgurante. Et c'est pour ça que nous revenons souvent sur ces exemples. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois quand on a des martyrs, on ne les connaît pas, nos ancêtres, etc., qui ont porté haut, par exemple, la révolution algérienne. On a besoin de connaître des détails de leur vie pour pouvoir s'identifier un peu plus à leur vie, à leur parcours, et dire que finalement, tout le monde peut être un Ben Mehdi, tout le monde pourrait être un héros, un Kateb Yassine, mais à valeur, bien sûr, humaine, avec ces valeurs portées haut et fort, n'est-ce pas? Voilà, et pas juste un aspect. Kateb Yassine a été le roman d'un seul, l'écrivain d'un seul roman, mais si on pense d'une manière un peu systémique, toute son œuvre donne la valeur, nous donne la valeur et la portée d'un grand personnage. Il était irrévérencieux, subversif, mais d'une humanité pas possible. Une ou deux fois, on était chez lui à Ben Aknoun, donc il était encore là. Il disait à Merzouk qu'il était vraiment quasiment son proche. Dans l'heure à manger, il était là en train de regarder en l'air, toujours pensif, toujours avec le même pull donc il était connu, il a le même pull mais en blanc, blanc, et c'est d'une grandeur vraiment formidable. Et Nedjma est quasiment considéré comme l'équivalent de Faulkner, c'est-à-dire son roman, parce qu'il est cyclique, il revient, c'est une saga, il y a un personnage, on a ce personnage, les noms de ces protagonistes sont tous simples. Ensuite, ils se transforment pour être malchance. Ils sont assimilés à leur destin. Le prénom devient une assimilation au destin. Il y a toute une transformation. Il a été très marqué par la guerre et le 8 mai 45 l'a bouleversé. L'a bouleversé, mais en même temps, ça a été un acte fondateur dans justement cette littérature qui empruntait à la réalité tous les fondements. Et pour qui parlait de la douleur du peuple algérien, surtout. Pour intégrer le mythe. C'est pour ça que je voulais parler. Oui, là, je parle souvent de mythologie. Il est clair qu'aujourd'hui, nous devons intégrer nos grands personnages dans la nouvelle mythologie. Le nouveau récit national exige de nous que nous intégrions tous nos grands personnages, qu'ils soient du théâtre, du cinéma, de la littérature, de la lutte armée. Tout ça doit être intégré dans la nouvelle. Et c'est bien qu'on parle aujourd'hui de cette fameuse scène où deux frères, entre guillemets, ennemis, ce n'étaient pas frères ennemis, mais deux frères comme ça, se retrouvent dans cette curieuse et étrange destinée à travers la mort. Exactement. Et cette mort qui est illustrée,
qui est revivifiée ou mise en en scène par quelqu'un de vivant qui à elle-même incarne tout cet amour. Exactement. Et elle a été, c'est Mil Nejma qui a été cette fameuse, cette dame qui s'appelle Zulekha, est en elle-même, elle a cristallisé un peu toute l'image qu'on se fait de l'Algérie. Et il est temps qu'on pense que l'Algérie est un grand pays, émetteur d'histoire, de savoir, émetteur de savoir, d'histoire, de connaissances. Et voilà, le récit national exige de nous aujourd'hui qu'à travers l'esthétique, la littérature, le cinéma, tout ça, nous rendions hommage à tous ceux qui ont fait ce grand pays. Voilà. Et encore, on ne parle pas aussi souvent de Mustafa Kateb, qui lui aussi était un grand dramaturge. Mustafa Kateb est un cursus à lui tout seul, c'est-à-dire un corpus. Oui. Que ce soit théâtre, que ce soit dans son interprétation, on a l'impression de voir Yvan le Terrible. Sa rigueur aussi, sa rigueur, dans le travail. Son sérieux, mais sa grande humanité aussi. Les gens qui ont travaillé au TNA avec lui disent que c'est un personnage... Ils ont pu collaborer ensemble aussi, les deux cousins. Oui, sur quelques textes, pièces. Un travail... oui, ce n'est pas contradictoire, ça n'a jamais été contradictoire leur collaboration, je veux dire. C'est clair et net. Très bien. Voilà, alors en tout cas, grâce à vous, à chaque fois, on découvre des facettes qu'on ne connaissait pas, bien sûr, de nos auteurs, de ces connaissances. Je suis juste un transmetteur, un petit messager qui vient comme ça vous parler de... En tout cas, tellement bien dit, tellement bien présenté. Ça nous fait plaisir de nous raconter ces histoires, bien analysées, avec, bien sûr, le prestige de Jawdet Gassouma. Merci. Voilà. Merci. En tout cas, on se retrouvera probablement pour le 1er novembre, Inch'Allah. Vous allez aussi nous présenter la littérature donc, de la guerre de libération. On aura le plaisir de vous recevoir encore une fois. Eh bien, on vous dit bon week-end en attendant. Merci à vous aussi. Bon Mouloud à tout le monde et bonne lecture à ceux qui ont des îlots de... Voilà. Et on rend hommage encore une fois à ces deux grands noms donc, de la littérature algérienne, Kateb Yassine et Mustafa Kateb, qui nous ont quittés un 28 octobre. Merci beaucoup, Jawdet. À très bientôt. Eh bien, on reste dans les traditions, le savoir-faire, le terroir et bien sûr toutes ces belles choses qui sont consacrées et bien sûr réalisées par nos femmes et hommes algériens. Cette fois-ci, c'est un gros plan sur le tissage du côté de Cherchel. C'est Fari El Hamdi qui a été donc à la rencontre de cette dame. Regardez. Nous avons rencontré Madame Rabia Chebili, qui nous a fait voyager à travers les motifs et les couleurs des tapis de Cherchel et du Manchenois. J'ai commencé à tisser les tapis à l'âge de 10 ans, pendant les vacances. Je le faisais avec ma sœur. C'était un peu comme un jeu au départ. Dans chaque foyer, il y avait au moins une femme tisseuse de tapis. C'est un savoir-faire transmis de génération en génération. C'est un métier passionnant qui exige de la patience et de l'amour. Ces tissages de laine sont ornés de motifs géométriques finement dessinés. Rabia nous raconte son parcours. Elle nous explique avec fierté qu'elle a choisi de faire du tissage de tapis sa profession. Car pour elle, cet héritage a beaucoup de valeur. ترمز الزربيه تاع شرشال بالموتيف تاعها لا موزايك هذه هي الصح هذه هي الصح ترمز بالانواع بالاشكال تاعها علاش ما نوضروش زربيه شرشال باش كي تهضري زربيه شرشال عندها هادو تنعني الحنوشه نتاع البحر هذه تعني الوسط تاعها البحر سي لو بلو فونسي هذو لو مارون هذا يعني للتراب هذا البلو كلاغ يعني للسماء وهذا الكحل يعني للظل زربيه شرشال هذه هي الصح زربيه شرشال لا مزال هذه الدخله تاع شرشال وهذه الخرجه نتاع شرشال هذه هي الزربيه اللي تعني زربيه شرشال مام زربيه شنوه زربيه شنوه عندها من النوع اشكال نتاع زربيه شرشال
كيما الشنوة كيما زربية شرشان كل منطقة تبع الأنواع تاعها. Je suis venue en vacances voir ma tante, Rabia, qui a travaillé pendant de longues années dans la tapisserie de Cherchel, qui est une artiste. Et je trouve dommage que l'art, riche en symboles, et cette transmission qui est en train de s'éteindre, et la civilisation ne peut passer que par l'art. L'art est important et la tradition de la tapisserie algérienne, cherchelloise, a son importance et il faut impérativement la préserver. On ne peut pas laisser mourir une telle œuvre. Et quel que soit l'art, quel qu'il soit, il est riche, il est universel. Il parle à l'ensemble de la population du monde. Donc c'est aujourd'hui ou jamais de promouvoir notre culture, la culture algérienne et le patrimoine algérien. Et quand on dit tapis cherchelois, donc qui m'a expliqué quand m'a donné toute l'explication sur le tapis de Cherchel, c'est-à-dire avec ses motifs. Quand on dit c'est le port qui est reconnu quand même, la mosquée de 100 colonnes ou quelques tapis les Wassetum sur la ville de Cherchel, c'est vraiment intéressant parce qu'on veut présenter la ville de Cherchel avec son patrimoine. Tissé avec amour, au bout de quelques semaines de dur travail, de jour comme de nuit. Et en dépit des difficultés de commercialisation de leurs produits, les tisseuses continuent toujours leur activité de tissage. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Voici donc Nassiba, comme chaque mercredi matin, elle est là parmi nous. Exceptionnellement le jeudi. On est jeudi, voilà, tout à fait. Bonjour Nassiba, comment ça va? Sahamouloudkoum aussi à vous tous. Oui, tout à fait. Alors le jingle pour nous dire, voilà, Nassiba est là pour la rubrique Mosaïque. Elle n'est pas seule, elle est avec une invitée. Tout à fait, Souad Tayyab, bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Bienvenue parmi nous. Sahamouloudkoum, kul aam wantoum bkhair. Vous êtes galeriste. Pas que. Ouais, et pas que. Passionné par tous les artistes algériens. Vous êtes aussi dans la décoration, l'aménagement des en fait, Aïda Agency est une agence qui a plusieurs départements. Ouais. Donc, le plus important, c'est l'événementiel et c'est là où rentre l'activité de la galerie. Il y a un autre département qui est consacré à l'édition et il y a le département qui, entre guillemets, subventionne toute l'agence, c'est l'aménagement et la décoration. Parce que l'art ne fait pas vivre, malheureusement. Oui, exactement, c'est tout un débat qu'on aura peut-être l'occasion d'en débattre aussi. Alors, une belle exposition, très contrastée, aussi variée actuellement dans votre galerie. Exactement. Il y a les habitués, la plupart ce sont les habitués de la galerie. C'est tous des habitués de la galerie, mais comme c'est une période j'ai envie de dire qu'elle est propice à la créativité parce que les artistes avec le confinement travaillent énormément et donc du coup ils ont produit de belles choses. Alors, on a fait une première expo après confinement. C'était en juin. C'était au mois de juin. Et là c'est la deuxième et comme vous avez pu constater, c'est que des nouveautés. Tout à fait. Il y a eu le workshop de. J'ai réalisé un workshop avec Mohamed Krour. Qui a donné naissance à de très très belles œuvres. Tout à fait. Et le reste, ce sont des travaux de réflexion actuellement avec les artistes pour préparer, Inch'Allah, quand il n'y aura plus de maladies, de belles expositions. Inch'Allah. En tout cas, c'est toujours beau d'aller visiter votre galerie. Il y a un bel espace. Sur deux niveaux. Mais en tout cas, bien agencé. Enfin, petit, on travaille, on essaye d'avoir nos espaces selon nos budgets. Parce que c'est pas évident aussi d'avoir... la location, parce que vous louez, finalement, on loue l'espace, absolument, c'est pas évident d'assurer tout ça. Après, on aménage de façon à ce que quand on rentre dans une galerie, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Encore moi, je ne prends pas énormément pour que l'œil ne soit pas fatigué aussi. Exactement. En tout cas, c'est très chaleureux chez vous. J'essaye. Alors, il y a des sculptures, il y a des objets très toujours des sculptures très attirantes aussi. On va voir d'ailleurs tout cela en images, puisque Nassiba, vous y avez été et vous avez été aussi subjuguée par cette exposition. Très belle exposition.
exposition, franchement, qui est vraiment, qui attire, qui interpelle et qui attire le regard en fait. Et puis c'est sur deux niveaux. Ce qui est sympa, c'est que c'est sur deux niveaux et puis on se laisse guider, on se laisse emporter par ce qu'on voit, je dirais. Alors on y va à la galerie Aïda. On y va. Voilà, beau voyage à travers donc, ces jeunes talents. C'est très important. Souhad Tayyar a toujours justement accueilli les jeunes beaux-artistes. Absolument, elle a toujours encouragé les jeunes talents, favorisé aussi l'expression de la diversité dans sa galerie. Et là, on vous a vu visiter cette expo, enfin visiter, revisiter. On vous a vu très attentive avec la jeune Wissam Rahmani, et qui justement est sur un projet, je l'ai dit dans le reportage, un projet d'édition dans l'art. Dans l'art, absolument. Alors, la jeune Wissam travaille actuellement sur deux ouvrages. Le premier est un roman inspiré du monde des arts. Donc, c'est son expérience à travers la fréquentation des artistes et les galeries, les expositions. L'a inspiré pour écrire un très beau livre. C'est très bien. Et le deuxième ouvrage, c'est une collaboration avec Mohamed Kourour. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le reportage, j'ai insisté sur... On va demander à Hanan, notre script, si elle peut nous repasser quelques images qu'on a pu voir tout au début du reportage, celle de Mohamed Kourour. Donc, elle travaille avec Mohamed Kourour. Et donc, c'est... Oui, alors là, c'est l'une des œuvres. C'est l'une des œuvres. Donc là, le principe, c'est l'art qui inspire la poésie ou le conte. Donc, son travail à elle, c'est de s'inspirer des œuvres de Mohamed Kourour pour nous écrire à chaque fois un conte. D'accord. Au lieu d'avoir une lecture analytique, nous allons avoir une lecture à travers des contes.
Elle a déjà fait 3 ou 4, je pense, jusqu'à présent, et c'est très beau. Allez, donc dans l'édition, et vous l'encouragez, comme vous avez... je l'accompagne. Absolument, vous l'accompagnez. Le livre d'art, il sera présent dans les librairies fin d'année peut-être? Inch'Allah, on espère. Inch'Allah, il y a eu d'autres livres, hein, auparavant, d'autres éditions. Il y a eu d'autres ouvrages, mais pour ces 2 ouvrages, j'espère qu'Inch'Allah, on pourra avoir toujours dans le domaine, un budget auprès du ministère pour accompagner la jeune ou des sponsors ailleurs. Pourquoi pas, je sais que ce n'est pas toujours évident. Non, pas donc, du tout. si on revenait à cette exposition, on peut citer quelques noms, s'il vous plaît, d'artistes. Les artistes permanents de la galerie. Donc, moi, je sais pas, je cite toujours en premier lieu Abdelrazak Hafian. Hafian qui est un fidèle de la galerie. Non, les autres aussi sont fidèles de la galerie. Ça devient des amis aujourd'hui dans votre galerie, votre espace. La famille s'agrandit. La famille s'agrandit avec l'entrée de Mohamed Krour, qui est de Sidi Bel Abbès. Qui est de Sidi Bel Abbès et qui est un garçon très qui a fait les beaux-arts aussi, très attachant aussi. Il a fait les beaux-arts de Sidi Bel Abbès, tout à fait. Il y a Youssef Hafid, il y a Sofiane Dey, il y a Kamel Boussif, Saïd Debladji et Shafa Ouzani aussi. Bon, on ne voit pas ces tableaux ici. Shafa Ouzani qui est un artiste de Béjaïa. Qui est un artiste de Béjaïa. Saïd Debladji qui est un artiste de Mostaganem. Donc c'est un petit peu l'Algérie qui est réunie d'est en ouest. Bon, on ne peut pas prendre plus. Ouedsouf, il est de Ouedsouf. Entre Ouedsouf et Biskra. Donc il y a des artistes de l'intérieur du pays qui exposent aussi chez vous. Il y a aussi Mariam Kizouit qui vient aussi de Bougie. Et qui fait aussi de très beau travail. Elle prépare actuellement une exposition. Ce sera peut-être pour l'année prochaine, pas pour cette année. Bon, c'est vrai que on a dû... C'est une originale aussi. Elle est très originale. Vous avez vu son travail. On a dû reporter les expositions prévues pour 2019 déjà et 2020. Bon, on espère que 2021, on pourra les réaliser. J'espère bien. Et bon, il y aura aussi peut-être à nouveau les rencontres littéraires et poétiques. Les rencontres littéraires, nous sommes sur un travail. Ils sont suspendus pour le moment. Oui, mais nous sommes sur un travail. Donc peut-être qu'on va revenir, mais d'une autre manière. Là, j'en parle pas pour le moment parce que j'attends de confiner tout ça. Préparer. Et là, on pourra peut-être réaliser, le reprendre, mais d'une autre manière. Mais par contre, les expositions, en fait, une exposition prend du temps pour être préparée. Bien sûr, pour être préparée. La situation économique du pays ne permet pas aux gens d'acheter. Ce n'est pas intéressant pour les artistes non plus de préparer toute une expo qui passe comme ça. C'est vrai qu'il y a le côté créatif, mais bon, il y a aussi... Oui, bien sûr, l'artiste, il faut bien qu'il vende aussi. Il faudrait bien qu'il vende, il faudrait bien qu'il vive, parce qu'ils vivent de leur peinture. Ah oui, la plupart vivent de leur peinture. La plupart des artistes que je viens de citer, que ce soit Hafian, Krour... Ça doit être très difficile en ce moment. Oui, la conjoncture est un petit peu difficile. C'est pas évident du tout. Et puis avec le confinement, Covid, les gens hésitent un petit peu. Est-ce qu'il y a moins. Oui, les visiteurs viennent. Les visites, c'est pas un problème. Les visites viennent, voilà, avec tous les gestes barrières qu'il faut pour venir dans une galerie. Vous avez vu, je suis très à cheval sur ça. Parce que d'abord, on fait attention à sa santé et puis à la santé des autres. Mais bon, pour les visiteurs, c'est bon, mais c'est-à-dire que ce que nous souhaiterions, c'est d'avoir un peu plus d'acquéreurs. Pour la survie aussi bien des artistes que de la galerie, parce que tout est lié en plus. Bien sûr. En tout cas, c'est très courageux de votre part, et c'est une belle aventure artistique aussi pour vous. On essaye de s'accrocher, on essaye de garder Je sais que c'est pas évident. On essaie de garder la tête hors de l'eau, comme je dis à chaque fois. À chaque fois qu'on me pose la question comment ça va, je dis j'essaie de garder la tête hors de l'eau. C'est pas évident, mais Inch'Allah, on va y arriver. Bien sûr, ce que je souhaite, c'est avoir un peu plus de visites aussi, parce que c'est toujours encourageant de dire qu'aujourd'hui j'ai reçu, il y a eu de la visite, il y a eu une discussion, il y a eu un sujet, il y a eu un débat, il y a eu... Et les artistes sont présents au moment, des fois... C'est pas toujours au moment évident, de mon passage, malheureusement, ils n'étaient pas. Ce jour-là, malheureusement, il y a des personnes... On n'a pas eu de chance, mais ils n'étaient pas présents. Il arrive qu'il y ait pratiquement 3-4 artistes... Surtout pour les artistes d'Alger, parce que les artistes qui vivent en dehors d'Alger, c'est pas évident de faire le trajet. Mohamed Krour a passé quand même un mois
mois sur Alger. Bon, maintenant, c'est pas évident d'aller, surtout que tout est fermé pour le transport et tout. C'est sûr. Bon, même je reçois, Kamel Oussif vient assez souvent, Hafiane aussi. Il y a des échanges, des rencontres. Il y a des échanges, voilà. On quand même s'il ne passe pas, on s'appelle au téléphone. Voilà. Heureusement, parce que c'est vrai qu'il faut créer quelquefois l'événement. Non, on construit une relation qui devient pérenne. On tisse des liens d'amitié, finalement. Tout à fait. Tu sais, il y a un artiste que je n'ai pas cité, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, c'est Nourdine Hamouche. Nourdine Hamouche, et justement, vous avez un projet, en parlant de Nourdine Hamouche, on a un projet d'atelier. Il y a un projet d'atelier pour enfants. Tout à fait, avec les enfants. Eh bien, super, vous y serez peut-être, probablement. Parce que ça y est, vous avez pris goût à ces ateliers pour enfants. C'est un réel plaisir que de travailler avec les enfants. Très bien. Alors, on est arrivé à la fin donc, de notre rubrique avec vous, Nassiba. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, merci à notre invitée aussi, Madame Tayyar. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, bonne chance à toutes vos activités au sein de la galerie Aïda. Inch'Allah. Merci beaucoup. Nassiba, on vous recevra avec grand plaisir dès mercredi prochain. Inch'Allah, pour notre événement. Voilà, on va recevoir d'autres invités et surtout notre nouvelle rubrique de Sami Alloun dans un tout petit moment, juste après ça. Voilà, nouvelle rubrique dans Bonjour d'Algérie. C'est vrai que nous avions cette rubrique et bien entendu, ça c'est à chaque fois donc en perpétuel recommencement avec de nouvelles têtes probablement encore à vous présenter. Celle donc de Sami Alloun qui fait partie de Bonjour d'Algérie. Bonjour Sami. Bonjour Amel. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, rubrique high-tech qui va s'articuler autour des nouvelles technologies de la communication, de l'information. Donc grosso modo, ça va être les nouvelles technologies, ça va aussi être des idées, des innovations, ça peut être un produit, ça peut être un service qu'on propose, mais aussi on a aussi décidé de mettre en avant quelques startups qui proposent certains services ou certains moyens de communication et aussi des techniques sophistiquées un peu pour rester toujours dans le technologie moderne. Très bien. Et il faut vivre avec son temps aujourd'hui. Exactement. Il faut vraiment être au diapason de ce qui se fait. Il faut être high-tech pour bien réussir et être très communicatif aujourd'hui. C'est ça, rester sur la toile, être visible aussi sur la toile. Après tout, c'est les nouvelles façons de communiquer. C'est la nouvelle communication, c'est la communication digitale. Et justement, en parlant de communication digitale, c'est exactement ce que font certaines startups. Ils proposent certains services comme la transition digitale. Donc la transition digitale, qu'est-ce que c'est à peu près? C'est un peu ces services-là, ces développements de plateformes web, d'applications aussi. Ça facilite à la fois la vie à la clientèle et ceux qui offrent ces services-là. Voilà, vous en avez recensé beaucoup, vous avez fait donc du terrain, vous avez cherché sur la toile. Ces startups sont aussi plus visibles? Ils sont très visibles à la fois, mais c'était pas très facile de les trouver, on va dire. Et c'est pas disponible non plus, hein? Pas tous disponibles? Pas tous, mais ça va. Mais il y en a qui sont disponibles et il y en a qui font du très bon travail, ils proposent ces services-là, qui à la fois permettent de rester à la pointe de la technologie, qui permettent à la fois aussi de rester au devant de la concurrence, car après tout, ça reste de la concurrence, c'est qui a les derniers moyens technologiques, la technologie dernier cri, afin de concurrencer
la concurrence. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler de ce mot start-up, c'est de petites entreprises qui font leur bonhomme de chemin, qui sont utiles pour la société, rendent service énormément. Aujourd'hui, beaucoup s'articulent et offrent des services sur la toile. Rapidité d'exécution, c'est ça le mot? Rapidité, facilité surtout, facilité, ça nous simplifie la vie, on ne va pas se mentir. Par exemple, on doit prendre un taxi, il y a les VTC qui utilisent la géolocalisation, qui fait partie justement des services de la transition digitale. On a besoin d'une quelconque information sur un produit ou sur un service qu'on veut avoir, on peut tout trouver sur la toile, en communiquant facilement. Voilà, le tourisme aussi n'est pas en reste. Beaucoup donc de startups se sont aussi lancés dans ce domaine-là. C'est donc vraiment tous les domaines, il n'y a pas que le tourisme, il y a aussi la médecine, il y a aussi l'agriculture. Ah oui, la médecine, on l'a vécu avec Tabib aussi, à travers la toile. Ça a été donc des médecins qui se sont donc réunis et répondaient aux patients toutes les interrogations que pouvaient se poser donc des personnes chez eux, de chez elles. Poser un diagnostic, c'est important. Le premier diagnostic. Exactement, et surtout que aussi, ça a aussi facilité le télétravail. Parce que quand on a quelque chose, une base de données déjà qui est déjà présente, on peut facilement, quand on a une plateforme qui est axée sur le web, on peut facilement faire du télétravail de chez soi sans aucun problème technique. Et puis voilà. Voilà. Alors, quelle a été votre démarche pour le reportage? Vous avez été vers une start-up? Exactement. Donc, nous sommes partis vers l'ANPT, c'est l'Agence nationale du développement et de la promotion des parcs technologiques. Et on a rencontré une start-up qui, justement, propose cette transition digitale. Donc, on s'est rapproché d'eux, ils nous ont chaleureusement accueillis. Très bien. On va vous suivre à travers votre reportage, Sami Alloun, et on se retrouve juste après. Ce n'est pas nouveau, de plus en plus de start-up ou micro-entreprises voient le jour à rythme régulier. Elles sont fondées sur une idée, une innovation ou une invention quelconque. Pas de domaine précis, de l'agriculture à la préservation de l'environnement, du transport à l'éducation ou encore la médecine. D'autres start-up proposent de faciliter la transition vers la dimension digitale. C'est le cas de White Bay Limited, localisé au cyberpark de Sidi Abdallah. Nous sommes spécialisés dans l'ingénierie informatique, la digitalisation des entreprises et le marketing et tout ce qui est création graphique. Notre but est de réduire les coûts et d'améliorer la croissance digitale des institutions publiques et privées. Plus de visibilité, filtrer les informations, optimisation des procédures, stratégie de communication. Ce sont les critères de base pour la transformation digitale. Les startups la convoitent et White Bay Limited n'est pas une exception. Comme maintenant on est dans l'ère digitale, il s'agit d'accompagner les entreprises vers cette transition digitale. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? En fait, c'est de numériser les process, que ce soit de production ou de management des entreprises. Concept, Open Space chez White Bay Limited. Ambiance studieuse, sur matériel de pointe. Ici, on développe des programmes intelligents pour clients exigeants. Tout est dit, l'intelligence artificielle pour White Bay Limited, c'est entre autres le développement d'applications web et mobiles, la conception de campagnes marketing et du conseil sur mesure. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'intelligence artificielle. En fait, qui est venue toujours avec cette problématique de la donnée. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec toutes ces données qu'on récolte aujourd'hui? Et bien évidemment, qui dit récolte de données, dit recherche d'automatisation. Donc l'idée, c'est d'apprendre des expériences faites et vécues et d'en faire des robots ou des programmes capables de nous donner l'information automatiquement. On l'aura compris, le passage au digital permet de se démarquer, d'imprimer sa touche personnelle et surtout d'être au diapason des nouvelles technologies.
Il est important d'être au diapason, c'est vrai. Alors cette start-up, on les voit, ils sont tous, ils en veulent, ils veulent présenter quelque chose de bien, quelque chose d'utile aussi pour tous les abonnés, bien entendu, de cette start-up, tous ceux qui travaillent sur la toile. Donc voilà, important. ils étaient concentrés, ils étaient vraiment à fond sur leur travail. Et justement, tout ce qu'ils proposent, c'est justement cette gestion sophistiquée de la donnée. Oui. Ça veut dire un peu, grosso modo, c'est que ces données-là, qui sont normalement juste utilisées, à l'intelligence artificielle, les données sont réutilisées afin de mieux améliorer ce service, d'améliorer les performances, d'améliorer les prestations, que ce soit du côté de la clientèle ou de ceux qui offrent ces services-là. Oui, bien sûr. Et tout, aujourd'hui, les secteurs se sont en fait entourés donc, de ces nouvelles technologies, la gendarmerie nationale, la DGSN aussi. C'est important aujourd'hui d'avoir ces outils utiles pour arriver plus vite à l'information. Et surtout pratique. Pratique, bien sûr. Un gain de temps énorme et surtout une rapidité, bien sûr, dans l'exécution de l'information. Voilà. Et du traitement de l'information. Voilà, certaine fluidité. Alors aujourd'hui, vous nous avez proposé cette start-up, à savoir la prochaine fois. Eh bien, la prochaine fois, ça sera sûrement quelque chose qui aura lieu, qui aura un peu un rapport avec la médecine cette fois-ci. D'accord. Ce qu'on appelle la e-médecine. La e-médecine. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de start-up durant cette pandémie voir le jour. Ça a été très utile, des start-up aussi qui nous donnent une visibilité de toutes les pharmacies qui existent, une visibilité aussi donc d'accessibilité pour les médicaments, certains médicaments qu'on retrouve, et surtout cette chaîne qui permet aussi d'avoir rapidement le produit. Et surtout qu'on peut, à travers juste un seul clic ou une seule installation d'une application, d'appeler un médecin chez soi en fait. Voilà. Utilisons simplement la géolocalisation qui devient de plus en plus pratique et de plus en plus courante dans les technologies modernes. Voilà. Ce qui vous a fasciné aussi, qui vous a attiré, c'est l'agriculture. Oui, effectivement, l'agriculture aussi a eu beaucoup d'imprégnation de cette intelligence artificielle, de cette utilisation des données. Oui. Et ça marche impeccablement bien. On verra bien tout ça à travers une de vos rubriques la prochaine fois, pourquoi pas, parler de l'agriculture et surtout ces nouvelles technologies au service de l'agriculture. Donc la prochaine rubrique, ça sera santé. Et après on verra. Voilà. Merci, un dernier mot, Samy? Merci à vous, Amel. Voilà. Ça fut un plaisir. Parfait. Donc, on vous dit bonne journée et puis à très bientôt. Voilà, on aura l'occasion de parler, bien entendu, d'autres choses avec Samy Alloune dès la semaine prochaine, dès jeudi prochain. On va faire quelques petites dédicaces aussi pour ceux qui ont eu leur baccalauréat. On leur souhaite encore une fois bonne chance pour les études universitaires. Peut-être qu'ils seront eux aussi des prochains start-upers. Pourquoi pas, chef d'entreprise et pourquoi donc de belles études en perspective. Alors, Messoud Reda, qui a eu donc 17,43 au baccalauréat, on lui souhaite en tout cas bonne chance et surtout bravo à cet étudiant. Et le fils de notre collègue Shahinaz Begga, qui a eu son bac également, c'est Kebab Mohamed. On lui souhaite en tout cas bonne chance pour ses études universitaires. C'est vrai que ça a été un bac assez particulier cette année. Donc ça a été bravo à tous ces bacheliers qui ont passé ces épreuves dans des difficultés, en tout cas dans cette tendance particulière. Allez, pardon, on me dit Mahidine qui a eu son bac. Mahdi qui a eu son bac. Encore une fois, bravo à tous ces bacheliers. Allez, on se quitte avec une belle chanson, on le laisse repartir avec une belle chanson, la belle voix de Nassima, qu'on aura plaisir à retrouver dans un tout petit moment sur notre plateau. فمن شاء
تبيانا أنا الحب والمحبوب والحب جملة أنا العاشق معشوق سرا ويعلنا. En tout cas, de beaux souvenirs qui font plaisir à notre invitée. Nassima Chaaban est parmi nous pour cette belle occasion de Maoulid Nabawi Sharif. Marhaba bik, Nassima. Bik wahla akhti Amel, toutes mes vœux à cette belle occasion qui est la célébration de la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi la fête des lumières, parce que toutes ces bougies, toutes ces lampes électriques multicolores symbolisent en fait la nour. Nour, c'est justement la lumière prophétique. Exactement. Voilà. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Ah oui, on l'a tous fredonné, chanté quand nous étions petits. On aimait tellement cette belle récitation et chant, bien sûr. Très belle. Et puis mes vœux à tous les musulmans du monde et toute l'humanité, ma famille, mes amis, tous les Algériens qui sont ici et qui sont à l'étranger, on les salue. En cette circonstance tellement difficile aujourd'hui, il y en a qui auraient bien aimé le passer avec leur famille, mais ils sont loin. Et c'est vrai qu'avec cette pandémie, ça n'a pas été simple pour beaucoup. En tout cas, on shifa pour ceux qui sont malades. On les embrasse très fort et puis, Inch'Allah, l'année prochaine, nous tous réunis ensemble. Voilà. Alors l'actualité de Nassima, c'est vrai qu'on a voulu que vous soyez avec nous pour cette fête religieuse parce que vous incarnez aussi la beauté donc des textes, la beauté aussi de l'interprétation. Vous avez souvent chanté des louanges à Dieu, au prophète, alayhi salatu salam. Donc vous êtes là pour nous incarner cette tradition. Eh bien, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours appris le répertoire et j'ai chanté le répertoire et je l'ai représenté partout. Le répertoire arabe-andalou, mais aussi le madih. Le madih, les louanges au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi l'ilahiyat, chanter l'unicité de Dieu. Oui, vous avez beaucoup travaillé sur cela. Vous avez fait un album spécialement sur cela. Ça a été Soufi aussi, qui a voyagé, que vous avez fait connaître à travers le monde pour montrer que notre religion est une religion de partage et de tolérance. Tout à fait, de partage, de paix surtout, parce que l'islam, islam taslam. L'islam, le mot islam vient de salam, qui veut dire la paix. Et la paix qui est l'un des noms divins. اسم الأسماء الحسنى 99 اسم إلهي شباب ما شاء الله. Qui est donc ce nom, la paix, s'enracine en nous. Grâce à la gnose, l'iman, le qawi, et la connaissance aussi, pas uniquement l'iman, mais aussi la connaissance et l'amour de Dieu. C'est important. Et vous l'avez inculqué à vos élèves, que ce soit ici, qui vous entourent, ou même à l'étranger, qui viennent apprendre cette musique arabo-andalouse, cette musique savante qui a voyagé depuis de nombreuses années et qui reste authentique aujourd'hui. Qui reste authentique, et puis c'est un symbole du vivre ensemble. Parce que la musique arabo-andalouse rassemble, elle a beaucoup voyagé, comme vous venez de le dire. Et puis, elle est métissée. Elle est très, très riche. Elle est à la fois arabe classique d'Orient, elle est persane, il y a même des sonorités d'Inde, de très lointaines, de l'Afrique du Nord, parce que Ziryab a voyagé, et c'est lui qui a, c'est avec lui qui a, voilà. Il est arrivé donc de Bagdad, lui-même était d'origine persane, donc il a apporté avec lui un bagage musical et poétique très lourd. Oui, si on devait décortiquer ce que c'était qu'une nouba, ça serait des heures entières pour comprendre un petit peu la symbolique de cette nouba et surtout comment comprendre et surtout scinder la nouba en temps.
Selon le moment. Selon le moment. Voilà. Et puis, c'est tout un art. Hein? C'est tout un art et un art de vivre. C'est toute une culture. Exactement. Et ça symbolise justement la coexistence qui existait en Andalousie pendant plus de 8 siècles. Donc, toutes les communautés monothéistes vivaient en parfaite harmonie. D'ailleurs, ils portaient eux-mêmes, il y avait de très très grandes poétesses et poètes qui n'étaient pas arabes, elles étaient hispaniques, elles étaient juives, elles étaient de nationalités différentes. Oui, mais c'était ça l'hispanité, l'Espagne musulmane, c'était ça. L'Andalousie aussi. Alors, le respect de l'autre. Et le prophète alayhi salatu salam est arrivé justement pour nous donner ce message, justement. La miséricorde qui inonde le monde et un message universel de paix, de fraternité adamique et d'échange, de dialogue. C'est ça, on doit partager cette table. Bien sûr. Voilà, et cet espace avec l'humanité entière. Exactement. Alors, vous avez parlé de cette musique et ce transport donc, de génération en génération. Les textes aussi ont bien voyagé. Vous chantez aujourd'hui des textes qui sont très anciens aussi, et il faut les comprendre, il faut les décortiquer. C'est pour ça que j'enseigne, et donc je travaille beaucoup sur le texte. Nous avons des ateliers justement sur le texte. Là, vous avez passé un texte de l'Amir Abdelkader. Vous avez chanté dans un pays aussi lointain? Oui, tous les pays lointains, jusqu'au Pakistan, même à Al-Qaïder, la ville qui porte le nom de Abdelkader Al-Jazairi. J'ai chanté là-bas, j'ai donné une conférence, j'ai chanté partout, même jusqu'au Carnegie Hall à New York. Les poèmes justement de notre patrimoine algérien, mais aussi les poèmes de l'émir Abdelkader. Et là, il disait... Un grand soufi. Un grand soufi, un grand humaniste. Un grand tolérant. Un grand tolérant. Il était vraiment sur les traces, vraiment. Il appliquait à la lettre la sunna du prophète alayhi salatu salam. Et donc, il dit أنا الحب الإلهي اللي في قلوبنا. أنا الحب والمحبوب والحب جملة. أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا. Je traduis. Je suis à la fois l'amour, l'amant et l'aimé. Je suis l'amoureux aimé secrètement au grand jour. Je dis moi, bien sûr le moi, c'est pas moi, c'est le divin qui est en moi, le M majuscule. Je dis moi, mais se peut-il qu'il y ait là un autre que moi? Je ne cesse d'être en moi éperdu et désemparé. Celui qui veut, celui. Vraiment, c'est très beau. Hein. C'est un déclamé très beau texte. En plusieurs, en tout cas, plusieurs langues et traduit et voilà comme ça. Il y a aussi la fameuse le texte, le poème d'El Bourda aussi qui est magnifique, qui est très chanté lors de la célébration de Maoulid Nabawi Sharif. Oui, d'El Boussaïri. Un texte qui a été aussi traduit et très apprécié partout. Oui, dans toutes les langues et d'ailleurs tous les grands poètes qui sont venus après le Boussaïri, même des siècles après. L'imam al-Boussaïri. L'imam al-Boussaïri, et on dit qu'il est d'origine d'Algérie. Ah, voilà. Oui. Donc, belle révélation. Sanhadi, من أصل جزائري البوصيري. Et donc, ils ont repris des maulidiyat, comme l'a fait l'imam al-Boussaïri, avec d'autres rimes, pour dire que la Bourda d'El Boussaïri, elle reste c'est en tout cas ce qui symbolise aussi cette offrande, donc le manteau, El Bourda qui veut dire le manteau, et qui est offert. La tunique pieuse. Tout à fait. Et il était bien malade, El Boussaïri, et il a vu en songe le prophète, alayhi salatu salam. Et donc, il lui a fait ce très très beau texte qui est le Madih, Maoulid Nabawi, Madih, le prophète alayhi salatu salam, et il était guéri. Voilà. Et ça a été pour lui une récompense, un miracle. Un miracle. Et ce fameux, donc, et j'ai la chair de poule, oui.
cette fameuse poésie qui a beaucoup voyagé et accompagné de nombreux musulmans donc, du monde entier. Dans le monde entier. Et ce texte qui a été aussi beaucoup édité dans le monde, hein, ce texte. Ah oui, oui. Et donc, l'islam, encore une fois, c'est un comportement. Oui. C'est un comportement. C'est vrai. Alors, vous avez aussi beaucoup de traditions à Blida. Vous êtes blidéenne. Donc, et quand on parle de le Maoulid Nabawi Sharif, j'imagine que vous aussi, toute jeune, vous avez vécu tout cela avec beaucoup donc, de traditions dans vos familles, le chant, mais pas que, louange à Dieu. Et bien entendu, ces traditions aussi qu'on inculquait aux enfants très jeunes. Très, très jeunes. C'est-à-dire, moi, je suis née dedans. Oui. C'est pour ça que plus tard, même à l'étranger, on me posait des questions. Comment êtes-vous arrivé à chanter comme ça les chants de grands soufis, de grands mystiques de l'islam, de grands musulmans comme Al-Boussaïri justement et autres? Je leur dis, moi, je suis née dedans, donc je ne suis pas venue maintenant. On a toujours psalmodié le Coran, tout petit. Et il y a une rythmique, hein, il y a une musicalité, il y a une très très belle voix, parce que même le prophète alayhi salatu salam, il aimait bien les belles voix. D'ailleurs, Bilal ne l'a jamais quitté jusqu'à sa mort. Et puis bien entendu, c'était aussi de rigueur de pouvoir aussi asseoir ces traditions dans les régions. Toutes les familles algériennes savaient préserver cette tradition. Oui, et d'une manière ludique avec les enfants. Les chants, les petits chants, des récits, des proses, des comptines, des Aden, par exemple, Aden Taharmdan, c'était sacré, et tout le monde reconnaissait ces voix tellement qui appartenaient à notre algérianité aussi. Et oui, parce que l'Aden était... Serri, Bachtarzi, bien d'autres aussi. Abdelkader Boulaïdi, voilà. Voilà, et quand on était jeunes, tous les jeunes de Blida, ils partaient à la mosquée où il y avait Abdelkader Boulaïdi. Pourquoi? Parce que en même temps, il pratiquait bien sûr la prière, et les discours, tout ça religieux, mais aussi il y avait presque un récital, dans la Nouba, comme ça, avec Sira, Ziden. Et c'est tout un art, c'est tout un apprentissage aujourd'hui. Il ne faut pas le perdre. Les jeunes essayent donc d'apprendre. C'est pas évident de pouvoir lire le Coran de cette façon aussi aisée. Si on maîtrise bien justement la psalmodie du Coran ou Samar, l'écoute spirituelle, les chants spirituels, tout ça, il faut apprendre les modes, le maqamat. Et quand on apprend vraiment bien les modes musicaux, de chez nous, bien sûr, eh ben, on est fiers. On est très fiers. Alors là, en plus, vous m'avez montré une fois une technique, c'est la technique de la respiration. Et là, vous avez épaté beaucoup de personnes qui vous suivent à travers vos chants. Comment garder sa respiration quand on va très loin? La respiration est la base d'une exécution. Même vous, en tant que journaliste, vous devriez vraiment maîtriser et faire des exercices tous les jours. Voilà, parce que tout est basé sur la bonne gestion du souffle. Voilà, donc la respiration abdominale. Abdominale, et on reste toujours serein, toujours c'est pour ça que vous avez cette attitude aussi sereine et zen, qu'on a toujours plaisir à apprécier chez vous et vous recevoir. Alors, on va écouter un extrait musical avec votre belle voix, Nassima, tout de suite, en audio. Allez, on y va.
Ya Rasulallah, bien sûr, une très belle voix, bien exécutée. C'est un extrait donc de votre album Soufi, chant Soufi, voix Soufi, c'est ça? C'est un très beau poème d'Ibn Musayyib, rahimahullah. Et donc c'est une complainte pour le prophète, alayhi salatu salam, et sagesse à la fois. Sagesse à la fois, exactement. Et en tout cas, de beaux textes que vous choisissez, que vous interprétez et qui marquent encore une fois cet attachement à notre religion, cet attachement aussi aux textes sacrés. Oui, c'est important. Oui, aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes chanter ces textes sacrés. Ça montre encore l'attachement à notre religion et surtout le respect, dans le respect et la continuité. Dans le respect de l'autre, oui, oui. Il faut toujours, c'est ça justement le message premier, c'est d'aimer l'autre, c'est d'aider l'autre, c'est de respecter l'autre, c'est de dialoguer avec l'autre. Et c'est tout un comportement. Voilà, il faut être en paix d'abord avec soi-même. Bisila da'ima ma'allah, subhanahu azza wa jalla. C'est ça, salat. Salat, le mot salat vient de sela. C'est l'union permanente avec Dieu. Et quand on est, comme je vous l'ai dit, en paix avec soi-même, on est en paix aussi avec les autres. Voilà, c'est ce que devraient peut-être faire beaucoup de personnes actuellement à travers le monde ou même partout, ceux qui nous regardent, ceux qui sont peut-être tourmentés aujourd'hui. C'est l'occasion de pouvoir se poser, apprécier les beaux textes et pouvoir se remettre à Dieu surtout. Toujours se remettre à Dieu. Et Ibn Arabi, il dit... qui est un grand soufi. Un très grand soufi, c'est le maître spirituel, de l'émir Abdelkader, justement. D'ailleurs, le père de l'émir Abdelkader al-Jazairi, il a été justement sur il s'appelle Muhyiddin. Muhyiddin, revivificateur de la religion. Voilà. Il dit ceci: mon cœur contient désormais toutes les formes. Il est pâturage pour les gazelles, monastère pour les moines, demeure pour les idoles, Kaaba aux pèlerins, tablette de la Torah, exemplaire du Coran. Ma religion est l'amour, là où ces montures le mènent. L'amour est ma religion et ma foi. C'est très beau. C'est Donc ce sont des textes qu'on peut retrouver, qu'on partage. Alors tous ces textes qu'on retrouve dans ce beau CD qui a voyagé, c'est en tout cas un beau travail qui vous a pris beaucoup de temps, mais qui a été aussi un succès pour tous ceux qui aiment donc les chants religieux, qui aiment les textes sacrés, qui aiment aussi le soufisme. Et oui, alhamdoulilah, je voulais transmettre justement ce beau message au monde entier. Et modestement, je le dis, j'ai fait de votre mieux. En tout cas, bravo à vous, parce que nous, on a eu l'occasion de le présenter sur notre plateau plusieurs fois et on avait adoré cet album. Et puis, ça reste toujours d'actualité. On ne peut pas dire qu'il pourrait se démoder, au contraire, bien au contraire. C'est l'élévation, c'est... la tolérance, voilà, c'est vraiment d'actualité, le partage, encore une fois, et le vivre ensemble. Tout à fait, important. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce sont donc aujourd'hui des traditions que nous vivons tous ensemble. Nassima, votre actualité, mis à part donc toute cette actualité qui nous rend tristes, c'est vrai, cette pandémie nous a un petit peu séparés, nous a éloignés les uns des autres et surtout nous a séparés de certains proches aussi qui sont décédés. Allah yarhamhum. Allah yarhamhum bi rahmatihi al-wasi'a. اللي توفى ومات ندعيو له بالرحمة واللي مريض ندعيو له بالشفاء واش نقولوا. Moi personnellement aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver parce que la rencontre, comme dit Abou Madiane Al-Ghawth, elle est bénéfique. أحب لقاء الأحباب لأن لقاء الأحباب فيه منافع. Et donc ربي يرفد علينا هذا الوباء, mais aussi il faut rester vigilant, il faut appliquer la prévention. Et en attendant de vous retrouver à travers des spectacles, peut-être. Voilà. Puis ça nous a permis aussi à nous, les chercheurs, créateurs, artistes, de beaucoup travailler. Oui, dans notre petit coin, dans notre khalwa, comme je dis, parce que moi je suis toujours dans ma khalwa. Et donc j'écris, je compose,
Je fais plein de très belles choses qui vont, Inch'Allah, nous plaire. Voilà, et puis vous reviendrez, Inch'Allah, pour en parler en détail. Et j'espère, Saha, pour tous ceux qui nous suivent et nous regardent, une bonne santé. Merci, Moubarak à vous tous et à toute l'humanité entière. C'est très gentil, merci. Et puis on remercie aussi le chef pâtissier qui nous a préparé le beau gâteau hier pour l'occasion du 28 octobre, la fête de la télévision, Monsieur Ami Ali Karim, ce chef pâtissier, on le remercie. On remercie aussi notre régisseur Abdelrahman Messaad qui a tout fait pour bien sûr que ça se passe bien, qui a tout exécuté hier aussi avec tous les techniciens. Encore une fois, merci. Et puis, voilà, ils sont très accueillants, très chaleureux. Toujours une belle équipe. On les remercie. C'est notre maison. Hein. Voilà, marhaba bik Nassima, vous êtes chez vous. Merci. Et puis on présente aussi nos condoléances à notre ami Ahmed Grigarsen qui a perdu son papa aujourd'hui. Donc toutes nos condoléances. Il aurait pu être parmi nous. Eh bien, c'est vrai, dans cette douloureuse circonstance, toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, bien sûr, présente ses condoléances à sa famille. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup Nassima. Merci à vous. Voilà, on est arrivé à la fin. C'est donc déjà fini. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde. Et puis à demain, 9h avec Nolhouda Bouzgaou. Bonne journée. Au revoir.